Ok, ça va être une vidéo assez spéciale, assez bizarre, mais faut vraiment qu'on parle. Alors déjà, premièrement, la vignette de la vidéo contient déjà la conclusion de fin de vidéo. Deuxièmement, c'est une vidéo qui parle de politique sans jamais vraiment parler de politique. Et on va le voir tout à l'heure. Et finalement, si vous étiez en Asie du Sud-Est, disons, avec la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, ok? Qu'est-ce que vous feriez de vos journées? Et si la réponse qui vous vient vraiment naturellement en tête, c'est découvrir le monde de la politique française à travers les débats télévisés après ne pas en avoir regardé un seul pendant 24 ans, alors ça veut dire qu'on est pareil et c'est vraiment un énorme hasard. Ça veut aussi peut-être dire qu'il faut chercher de l'aide. Dans quelques semaines, j'ai 25 ans et je me suis préservé depuis mon enfance de regarder quoi que ce soit de politique, que ce soit les débats télévisés, les allocutions, ce genre de choses. À part pendant le Covid, quand il y avait des petits risques, j'ai vraiment essayé de ne rien regarder. Bon, dans tous les cas, ça risquait pas parce qu'on n'avait pas forcément de télé à la maison et j'ai eu la Wi-Fi très tard quand j'étais petit. Donc, pas forcément aidé à rentrer dans ce monde-là. Mais aussi, j'ai voulu me dire que je voulais me protéger, je voulais être beaucoup plus mature pour regarder ce type de contenu. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais rien regardé. Et ensuite, j'ai commencé. Et ce trou dans lequel je suis tombé, c'est de ça dont j'aimerais vous parler. Et avant de vous parler de la haine et des folies qui arrivent dans cet épisode, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, s'il existe, du positif. En fait, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'amour. Alors, au tout départ, quand j'ai voulu m'y intéresser, j'ai dû commencer ma recherche en tapant débat et politique sur YouTube. Donc jusque-là, je me débrouillais assez bien. Et une des premières vidéos qui sort, c'est cette vidéo-là qui s'appelle Mélenchon face à Duhamel sur BFM TV. Alors moi, à ce moment-là, je connais absolument pas qui est Duhamel. Je sais qui est Mélenchon parce que je vois des photos sur les magazines de lui et 4 photos sur 3, il a le bras levé et il a l'air d'hurler. Et même si j'avais presque pas regardé la télé dans toute ma vie, je savais ce qu'était BFM TV, ou en tout cas ce que ça représentait. Et je ne connaissais personne qui a dit avoir passé une meilleure journée après avoir regardé BFM TV. En fait, je connais personne qui a même passé un bon moment en regardant BFM TV. Donc je me suis dit que c'était assez parfait pour commencer. Mais le seul vrai problème, c'est que j'ai commencé avec le seul débat d'internet qui se passe bien. Et en plus, ça se voit que BFM TV l'avait pas du tout prévu et qu'ils sont déçus. Il y a bien le même titre que dans un combat de MMA, Mélenchon face à Duhamel. Si on dézoome, au cas où, si on n'a pas compris qu'il va y avoir du sang, on le met 2 fois. Mais le problème, c'est que Mélenchon et Duhamel, ils sont pas du tout en conflit, en fait. Ça se complimente. Un chef d'État innommable. Pardon, Alain. Alors, Monsieur Duhamel, écoutez. Tout ce que vous voudrez, vous êtes brillant pour faire. Ça fait carrément des blagues. À gauche. non, mais c'est le problème Mélenchon. Moi, je suis tout à fait prêt à en parler sur Une autre ce fois, qu'il monsieur Duhamel. inspire. Ça se remet en question de façon hyper mature. Alors, ça veut dire, je suis pas en train de dire on va constituer une Europe dont la force, la puissance, la cohésion, etc. sera comparable à celle des États-Unis dans leur côté. D'ailleurs, la cohésion des États-Unis, c'est discutable, ce que je dis. Mais à faire Et ils sont carrément d'accord sur certains points. une gauche, quelle qu'elle soit, ne gagne que si elle a un programme à proposer et un programme compréhensible. D'accord. Pas un programme écrit en chinois, un programme compréhensible. En technocrate. Bon, même si là, je comprends pas ce qu'il dit. En technocrate. Et je vais pas dire que je suis déçu. Même je suis plutôt content que ça se passe bien. C'est bien que ça se passe bien. Mais j'avoue que je m'attendais à un peu de sang quand même. Et ce que j'ai eu, ça a été une discussion. J'ai eu une discussion calme, structurée, et avec 2 personnes qui essayent au minimum de s'écouter parfois dans leur argumentation. Et même les commentaires sont aussi choqués que moi. On peut lire: j'arrive pas à croire que je viens de voir un débat calme, respectueux, sans chercher à faire dire des choses qu'on ne dit pas, avec Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV en 2025. Incroyable. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Débat de qualité, posé, respectueux, sans questions dégueulasses, sans piège. J'hallucine.
Ou encore, pour une fois, une interview dans le respect et le calme. Ça fait un bien fou. Et on peut voir le nombre de likes sur ces commentaires pour montrer à quel point le public est d'accord avec ça et que c'est pas juste des commentaires de niche. Mais du coup, puisque c'est le premier débat que j'ai vu, j'étais hyper optimiste par rapport au monde du débat en France. Monde du débat que je rappelle que j'avais raté depuis 24 ans. Et j'avais hyper bizarrement hâte de regarder la suite. En fait, je me suis dit que c'était peut-être possible d'avoir un monde où le débat politique, c'est juste une scène intellectuelle, où les gens échangent des idées pour essayer de convaincre l'autre, mais tout ça dans le respect. Et j'avais peut-être raison d'avoir attendu 25 ans pour être assez mature pour regarder ça. Peut-être que j'avais... Mais Caroline, mais Carrie, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ok, en fait, je vais oublier que c'était vraiment juste de la... Bon, dans ma découverte de la politique, évidemment qu'à un moment, je m'attendais à ce qu'il y ait de la haine. Et je veux dire, je veux vraiment prendre en compte ce qui se passe sur le plateau télé quand tu viens devant d'aussi grosses caméras. Déjà, le premier gros stress, c'est que tu représentes tout un parti. Ta prestation orale représente absolument toutes tes idées, ta solidité et l'image que tu vas avoir sur les prochaines années. Parce que là, on est sur Internet et ça reste là. Et c'est ça, en fait, le deuxième truc, c'est que à la seconde où tu apparais à l'écran, absolument toutes tes prouesses resteront sur Internet. Et surtout que la plupart du temps, ce qui reste sur Internet, c'est pas forcément les prouesses, c'est surtout la moindre de tes erreurs. Mais ils sont autour de 350 ou de 400 000. Donc c'est plutôt un mouvement politique vous conviendrez quand même du qu'il y a succès. 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges dépurgés... non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. Oui. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Non, je crois que vous en avez Non, pas. Par exemple, cette scène-là, bah voilà, que tu connaisses ou pas les politiciens qui sont sur le plateau, tu sais très bien que cette scène va rester là. Voilà, et ça bougera. C'est là, ça bougera pas. Mais comme je l'ai dit plus tôt, je m'attendais à de la haine sur le plateau. Mais je m'attendais de la haine entre politiques. Peut-être que ton but c'est de discréditer l'autre, et c'est ok. Mais je me suis jamais attendu à ce qu'il y ait de la haine directement distillée par les présentateurs de la chaîne en elle-même, par les journalistes de la chaîne. Et je me rappelle que l'image que j'avais en tête la première fois que je l'ai vue, je me suis dit que c'était l'équivalent de se faire tacler par l'arbitre. Il y a vraiment rien qui a du sens là-dedans. Il y a carrément un moment où dans le débat politique, il coupe le politicien pour lancer le générique en 3D. Vous estimez que c'est l'enjeu climatique, on en reparlera dans la deuxième partie, si j'ai bien compris. Mais il faut qu'on entame la première déjà. Eh bien justement, je l'entame. Bah, Moi, attendez. On va l'entamer tous ensemble si vous le voulez bien. À nous d'entamer les parties. Je vous signale que... Bon, et alors qu'est-ce que je fais? On entame la première Bon, partie. je vous en prie. Éric Zemmour. Oh là là, le qu'est-ce que je fais? Et alors qu'est-ce que je fais? Je le trouve magnifique. Qu'est-ce que je fais? Évidemment qu'il bug. Je veux dire, avant l'émission, c'est sûr qu'il s'est préparé à être coupé par Mélenchon, à contre-argumenter Mélenchon. Mais tu fais quoi contre un titre en 3D? Comment est-ce que tu contre-argumentes un titre en 3D? Et en plus de ça, ça veut dire que les présentateurs de l'émission, les journalistes, se sont dit que c'était plus important de rester fidèle à l'infographiste de l'émission plutôt que les politiciens dans un débat politique. Mais attention, il n'y a pas que des mauvais points. Il y a un truc dans cette émission que j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était une idée de génie, réellement. Souvent sur les plateaux, les politiciens vont avancer des arguments, vont avancer des chiffres. Et la plupart du temps, un argument qui accompagne de chiffres, ça frappe plus fort. Sauf que selon le bord politique et l'idée que tu as envie de faire passer, tu vas souvent choisir la source qui t'arrange le plus, qu'elle soit corroborée par des médecins chercheurs depuis des années, ou juste que c'est un petit sondage de l'IFOP sur 400 personnes. Peut-être un des exemples qui vient le plus facilement en tête, on peut peut-être l'entendre souvent à la télé, ça va être ce truc où un média va annoncer qu'à une manifestation, il y avait 16 000 personnes, et à côté, que ce soit la police ou notre média, va annoncer qu'ils étaient genre 2. Je caricature, mais selon l'image que tu as envie de faire avancer de la France sur le plateau, tu vas choisir ta source. Donc ça veut dire qu'on peut avoir en même temps sur un plateau quelqu'un qui dit « Vous voyez bien que la France était en feu hier, plus de 16 000 personnes étaient présentes dans les rues. » Et de l'autre côté, avoir quelqu'un qui répond « Mais vous dites n'importe quoi, la France n'a jamais été aussi calme, il
ils étaient 2. Et je vois que dans cette émission, ils ont pour contrecarrer ça du fact-checking. Une cellule entière de fact-checking. Ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont faites pour ça, pour écouter toutes les informations qui sont diffusées pendant l'émission, les vérifier en direct et ensuite révéler si ces informations étaient vraies ou non parce qu'ils les ont vérifiées. En plus, incroyable, ça veut dire qu'en tant que politicien, quand tu sais qu'il y a ça pendant l'émission, peut-être que tu peux te dire que t'es obligé de vérifier tes sources. T'es obligé que ça soit solide parce que t'as pas envie d'être ridiculisé devant tout le monde pendant l'émission. Et ça marche. Bon, sauf quand ça marche pas du tout, ok, il y a des moments où ça marche pas. Alors, contexte juste pour l'extrait qui va apparaître. Zemmour, donc celui qui s'est fait couper par le jingle en 3D, Alors qu'est-ce que je fais? il annonce 50 milliards de pertes d'euros par rapport à l'immigration ou un truc du genre, ok, sur un sujet précis. Donc la cellule de fact-checking, elle vient corriger ça. Et voilà comment ça se passe. En 2019, les principaux organismes sociaux ont détecté 1 milliard d'euros de préjudice au titre de la fraude sociale, soit 50 fois moins que ce que vous avancez. Éric Zemmour. Chère madame, votre chiffre est tellement ridicule que je pense que le ridicule est pour vous. Et que vous devriez lire l'excellent livre de Charles Prats et vous verrez ce qu'il en est exactement et vous comprendrez à quel point vous vous êtes couverte de ridicule là pendant cette soirée. Non, attendez, faut pas parler comme ça. Je rappelle que toute une équipe est sur le coup des vérifications. Il y a tellement de choses dans cette séquence. Il y a la journaliste, la pauvre, qui hoche la tête pendant qu'elle est en train de se faire incendier. Il y a ses amis présentateurs aussi qui ne font absolument rien. Je pense qu'ils n'ont plus aucun jingle en 3D en stock. Donc ils attendent une réaction de Mélenchon. Mélenchon, que je rappelle que j'ai d'abord connu comme ça. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Mais là, que même lui répond sous le choc. Faut pas parler comme ça. Et si c'est vraiment Mélenchon qui tente de désamorcer une situation, c'est vraiment qu'il y a eu de l'abus à un moment. Mais comme je l'ai dit plus tôt, là je montre des extraits de politiciens de ce qui peut se passer sur un plateau. Mais c'est pas eux qui me choquent le plus. Non, ceux qui m'ont vraiment surpris et que je considère comme les vrais méchants, ceux dont je veux parler, c'est les journalistes. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'imaginais vraiment les journalistes comme les arbitres du jeu politique. Mais il y a deux choses qui ont continué à me déranger en boucle dans tous les débats que j'ai regardés. La première, et c'est peut-être la plus flagrante, c'est la confiance qu'ils ont quand ils posent une question sous forme d'accusation en te regardant droit dans les yeux. Là, par exemple, j'ai l'introduction d'une émission classique. C'est-à-dire que j'ai même pas eu besoin de faire de montage. Je vais juste mettre le début d'une émission débat politique. Avec aujourd'hui Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur madame, Bompard. Bonjour messieurs. Vous aussi, vous n'aimez pas la France du Tour de France? Alors là, je sais pas si c'est juste Truchot, c'est-à-dire le journaliste de la première émission dont je vous ai parlé, mais il y a rien qui va. Il y a rien qui va. L'accusation, elle est instantanée avec ce visage. En bas, il y a un jeu par SMS comme pour une finale de Koh-Lanta. Et les titres des sujets en bas comme les pires TGV de France. Je pense vraiment qu'on peut laisser ça à YouTube ou à un TikTok de 14 secondes. Ça fait vraiment le taf. Ça ira très bien. Ça nous manquera pas. Et les questions, accusations, elles sont vraiment dans toutes les émissions. Mais vraiment dans toutes les émissions de la part des journalistes. Mais le problème avec une accusation, c'est que tu dois te sentir prêt à ce qu'on te réponde. T'es en train d'accuser quelqu'un. Mais quand on voit les extraits, on voit que ça leur arrive jamais. Qu'ils sont méga surpris. Et il y a vraiment personne qui est capable de répondre sans faire un micro-silence hyper bizarre qui montre qu'ils sont pas préparés et de faire ce genre de regard. Donc là, on leur demande s'ils ont vérifié leurs infos. Un tweet de Jean-Luc Mélenchon est envoyé par Jean-Luc Mélenchon pendant que François Coq est sur le plateau et il écrit « CNews déclare porte-parole insoumis, un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation ». Il a appris qu'il était banni. Banni, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Il a appris, Monsieur Coq a appris en direct sur CNews qu'il était banni par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charlotte Gérard, vous avez le message. Mais dites-nous. Je vous pose juste une question. La personne, elle est vraiment choquée. La journaliste est vraiment choquée, prend une pause d'1 seconde et demie
Et ensuite, en plus, la réponse est incroyable. Non, mais je vous demande, tu peux pas accuser quelqu'un de quelque chose avec 100% de confiance, le montrer comme si c'était une vérité, et ensuite taper un silence de 2 secondes et dire que c'était juste une question. Et j'en fais des blagues, mais en fait, c'est pas quelque chose de rare. Oui, il y a un autre sujet qui a été lancé cette semaine, et ça intéresse aussi les Français, je pense, qui a été lancé cette semaine par Jean-Luc Mélenchon, c'est il ne faut plus parler de langue française, mais de langue créole. Franchement, je pensais pas qu'ici sur France Inter, on aurait les polémiques de la Bolloré-sphère, quoi. Sincèrement, madame. Pourquoi il a dit ça, Jean-Luc Mélenchon, si vous avez écouté la conférence, madame? Non, ou vous avez pas pris intégralement. l'extrait? Bon, bah voilà, donc je sais pas, regardez au moins une conférence. Non, mais vous rigolez, j'espère. Vous avez regardé la conférence? Non. Et en fait, quand tu commences à le remarquer, tu commences à le remarquer partout. De la loi de 1905 sur l'ensemble du territoire national. Quant à l'accusation de communautarisme, monsieur Bourdin, elle s'appuie sur quoi précisément? Non, parce que je sais pas, c'est une accusation grave. Non, mais c'est une accusation grave. Vous savez, j'ai un vieux principe, Manuel Bompard, c'est de ne jamais répondre à une question que me pose mon invité. Parce que... Oui, mais... Oh là là, le silence est si long, et la réponse... Je réponds pas aux questions des invités. Et aussi, d'abord, premièrement. Deuxièmement, oui, bien sûr, moi je suis favorable à les discussions entre les partenaires sociaux, mais à la fin, celui qui doit avoir le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. L'avait promis. Et alors, il le fait pas? Alors, le souci maintenant, pardonnez-moi, c'est... Donc il l'avait promis, mais je m'en fiche des promesses de François Bayrou. Oui. Est-ce à la retraite en France, il serait à 62 ans, et ça aurait été bien pour des millions de salariés aujourd'hui qui arrivent à 62 ans, ils sont fatigués, ils ont des maladies professionnelles. Mais madame, un gouvernement de gauche aurait été censuré par l'Assemblée nationale. Mais vous le savez, vous. Bah oui, il n'y avait pas de majorité. Et alors, il y en avait une pour monsieur Bayrou, monsieur Barnier? Alors, je voudrais... Non, il n'y en avait pas. Bon. Est-ce qu'on peut... Et là, ça vous a pas choqué qu'on mette monsieur Bayrou ou monsieur Barnier? Non mais encore une fois, comment est-ce que tu peux enchaîner avec autant de vigueur des maladies professionnelles pas croire à cette fable. Et ce silence? Et alors, il y en avait une pour monsieur Bayrou ou monsieur Barnier? Alors, je voudrais... Non, il n'y en avait pas. Bon. Est-ce qu'on peut... Et pourquoi est-ce que j'insiste sur les silences? Même quand ils font juste 1 seconde. Parce que 1 seconde sur un plateau télé de silence, c'est considéré comme 4 minutes dans un ascenseur dans ton bâtiment. Il y a tellement de gens qui parlent sur un plateau télé, tellement de gens qui s'engueulent, que c'est hyper rare d'avoir un silence. Tout le monde profite du moindre silence pour pouvoir avancer son idée parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui regardent. Et tout à l'heure, on a vu les journalistes couper pour mettre un générique entre des... Ok. Là, ils ont coupé Mélenchon pour mettre la pub. Sur votre brut et le net et votre comédie habituelle. Je commence... Oui. Allez-y, allez-y. Je commence d'abord d'abord c'est par... pas de la comédie, hein, le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub, et là, c'est de l'argent qui rentre pour la nous. pub. Bah alors, on fait la pub, et ensuite, on revient avec la démonstration sur le brut et le net. À tout de suite. Et au cas où, si vous hésitez, non, on n'est pas sur la demi-finale de Koh-Lanta, le totem maudit. Tu peux pas couper au milieu d'une séquence juste pour mettre de la pub. Et le problème, c'est que j'en ai à l'infini des exemples comme ça. J'ai un Notion rempli de séquences que je voulais mettre dans cet épisode, mais l'épisode ferait 45 minutes. Je peux pas faire ça. Alors, peut-être que vous pourrez me dire dans les commentaires que non mais Elias, c'est juste que t'as jamais vu de débat télévisé. C'est pour ça que t'es choqué, t'es pas prêt à ça, c'est juste comme ça que ça se passe. Mais je pense quand même pas que c'est normal de déstabiliser quand on te demande à toi, journaliste, et on en viendra à ma définition tout à l'heure, t'es sûr? Pour vous dire à quel point est-ce que ça peut aller bas, et carrément une scène où malheureusement le politicien arrive à répondre à une question compliquée, bah du coup au lieu d'écouter la réponse structurée, bah, tout le monde va chercher les prochaines balles qui peuvent lui tirer dessus. Alors maintenant, peut-être que la question principale qu'on peut se poser, c'est qui c'est qui le méchant ? Mon objectif, ça a jamais été de juste prendre des extraits isolés et ensuite d'insulter des journalistes que je vois derrière un écran. Rajouter de la haine par-dessus la haine, ça m'intéresse pas forcément. Vous êtes peut-être habitués d'ailleurs aux différents autres épisodes de Narratif, vous avez bien vu que ça a jamais été le cas. Ce que je veux vraiment partager, en fait, c'est plutôt un ressenti personnel. Conclure sur « Ah, vous avez vu, la France est en train de prendre feu », ça m'intéresse pas vraiment et surtout, en réalité, j'en sais rien. Je suis un youtubeur qui a quoi, genre 1000 abonnés, qui répond à absolument tous les commentaires en dessous de ses vidéos. Forcément, j'y connais rien en politique pour faire ça. Et un des premiers ressentis que j'ai eu, malheureusement, ça a été un choc. Parce qu'il n'y a jamais eu, ou presque jamais eu, une conversation. Juste une conversation. Et pour moi, une conversation et un débat, en fait,
ça va pas être si différent que ça. Vous connaissez sûrement l'histoire de la poule aux œufs d'or. Il y a un fermier qui est extrêmement heureux parce qu'il se rend compte un matin que sa poule pond des œufs en or. Bon, le seul souci qu'il a, c'est que il a vraiment envie d'avoir plus d'œufs parce que elle pond un œuf en or une seule fois par jour. Bon, et un jour, sous les conseils de sa femme, il se dit « Ok, je vais tuer la poule et prendre tous les œufs qu'il y a à l'intérieur, au moins j'ai pas à attendre. » Bon, malheureusement, il n'y a aucun œuf à l'intérieur, et du coup, il n'a plus de poule aux œufs d'or. Et ce qui est marrant avec cette fable qui date de milliers d'années, c'est qu'on a le droit de se poser la question « Pourquoi j'en parle au milieu d'une vidéo sur la politique ?» Et je parle de ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de tabasser notre poule. Et là, faut vraiment que je m'explique parce que ça devient flou. En fait, ce que je vois comme notre poule, c'est le débat télévisé, c'est la conversation politique. Je vous laisse imaginer juste une seconde à quoi est-ce que je m'attendais avant d'écrire cet épisode, après 24 ans d'attente. On a des journalistes et des politiciens qui débattent devant des millions de Français autour d'une table. Des journalistes. La définition que j'en avais, c'était des gens dont le cœur de métier, c'était de se renseigner, vérifier les informations, puis les diffuser de la manière la plus neutre possible pour informer la population. Donc en gros, des gens qui ont fait des études pour apprendre à se renseigner et bien diffuser l'information. Donc apprendre à prendre le temps. Des politiciens, c'est-à-dire des gens qui se sentent capables d'une manière ou d'une autre de prendre des décisions pour le peuple. Donc ça veut dire prendre des décisions pour la majorité. Bon, ce qui est de base une immense responsabilité qui a l'air de demander une discipline légendaire. Et journalistes et politiciens autour d'une table, pour moi, c'était ça notre poule aux œufs d'or. Avoir ces deux types de personnes-là qui discutent, pour moi, c'est ça qui avait de la valeur. Et c'est donc notre poule aux œufs d'or. C'est pour ça que j'ai attendu autant d'années. Et au final, après autant d'attente, je vois juste des journalistes qui tapent des silences quand on leur demande s'ils ont vérifié leurs sources. Je sais pas pourquoi est-ce que je fais ce geste italien. Ou encore, je vois des politiciens comme celui-là qui esquivent les questions d'une telle manière. Donc d'un côté on a Wauquiez, et d'un côté on a Bompard. Et il y en a un qui va esquiver des questions. Je vous laisse regarder lequel. D'ailleurs, c'est assez marrant qu'on parle d'esquive, parce que c'est un sujet qu'on a traité, l'esquive des problèmes, dans un autre épisode d'il y a quelques mois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Moi, je soutiens les mandats d'arrêt contre le chef du Hamas et le Premier ministre israélien. Je ne vous parle pas de vous, je vous parle de la position de vos députés. Mais la France Insoumise, toute la France Insoumise, elle soutient les mandats d'arrêt. Et vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Rima Hassan, elle soutient ça? Oui. Bah voyons. Est-ce que vous soutenez... Non mais attendez, moi je vous ai répondu, et vous répondez-moi. Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt contre M. Netanyahou? Est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? Monsieur Wauquiez, est-ce que vous soutenez le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre M. Netanyahou? S'il vous plaît, là, Laurent, vous répondez pas à cette question. Attendez. Laurent Wauquiez, Emmanuel Bompard. Là, honnêtement, ça devient totalement inaudible. Bah oui, mais il faut pour les répondre aux téléspectateurs. questions. Et là, c'est tellement visible. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu fais un visage de choqué tout le long que je me dis que personne va s'en rendre compte. Et surtout, je sais pas, qu'est-ce qu'il aurait fait en vrai? Qu'est-ce qu'il aurait fait si le débat avait juste continué? Si ça avait pas été interrompu par le présentateur? Combien de temps est-ce que ça marche, ces techniques? Et là, vous vous dites peut-être, mais Elias, toi, novice de la politique et amateur de jeux vidéo des années 2000, pourquoi est-ce qu'on tabasse notre poule aux œufs d'or? Et je vais vous répondre tout de suite par ce qu'il y a au centre de la vignette de cette vidéo. Alors non, pas lui. Pas lui non plus, non. Ouais, voilà. Pour générer des gros titres. Pour générer des bandeaux d'informations. Est-ce que vous vous souvenez du début de la vidéo? Dans le premier vrai débat que j'ai vu de ma vie, tout se passait vraiment extrêmement bien, mais il y avait un truc qui me dérangeait, il y avait un truc qui me titillait. En regardant d'anciens débats, j'ai l'impression que l'objectif, c'était quand même un peu d'espérer qu'un des politiciens dise quelque chose de choquant, pour que ça puisse devenir une une de journal par exemple. Mais aujourd'hui, on fait pas que espérer. L'objectif maintenant, c'est de poser des questions d'une certaine manière, pour espérer que la personne réponde de façon choquante et qu'on puisse le mettre au milieu de l'écran. Sauf qu'il y a des moments où ils prennent vraiment beaucoup d'avance. Donc là, on a Mélenchon qui dit qu'il rentre des États-Unis à un moment où il y avait pas mal de tensions, rien de plus. Beaucoup plus direct, bien évidemment. Et puis on arrive dans un moment, je suis arrivé dans un moment de tension, ce qui a modifié ma manière d'être. Mais la chaîne prévoit qu'il va expliquer comment combattre Trump. Donc on a le gros titre au milieu, Mélenchon, : comment combattre Trump. L'ambiance que nous on voit de loin, avec un Français qui a eu maille à partir avec le service de la douane et des contrôles aux frontières. Sauf que le seul problème, c'est que Mélenchon n'a jamais prononcé ces mots et n'a jamais dit qu'il allait expliquer comment combattre Trump.
Donc en panique, je pense que le présentateur a dû recevoir un mec hyper énervé dans l'oreillette qui lui a dit « Mélenchon n'a absolument pas dit ce qu'il y avait dans les gros titres, ça fait pas débat, fais vite quelque chose. » Et du coup, comme si de rien n'était, il dit « Ne s'intéresse à rien, d'après eux. » La question c'est comment combattre Trump en fait. Et c'était pas du tout le sujet. Mais maintenant que le présentateur a dit les mots qu'il y a écrit dans le bandeau d'information, eh ben c'est plus du mensonge et c'est plus de la désinformation. Ou en tout cas, c'est ce qu'ils aimeraient qu'on croie. Bon, puis le gars des gros titres a continué de prendre chacune des petites phrases possibles qui revient, dès qu'il peut, d'une manière ou d'une autre, pour qu'on puisse envoyer la photo de notre télé à nos amis avec les gros titres choquants. En plus, c'est super parce que ça veut dire que ça marche dans les deux cas. Si tu adores le politicien, t'as envie d'envoyer ça de façon choquée à tes amis. Si tu détestes le politicien, ça peut valider les idées que t'avais en disant c'est vraiment choquant ce qu'il dit. Mais là, on passe à une strate encore plus haute. Ça, c'est pas unique à BFM TV. J'ai vu ça sur presque tous les plateaux télé que j'ai pu voir en débat aujourd'hui. Mais le truc qui est hyper bizarre, c'est que des fois, ça arrive alors qu'il n'y a même pas de bandeau ou de gros titres à l'écran. Il y a les mêmes techniques sans qu'il y ait les gros titres à l'écran. Donc évidemment, après avoir fait quelques recherches, peut-être que c'est juste pour pouvoir prendre les extraits et les mettre sur différents réseaux sociaux. Mais quand même, là par exemple, on demande à Bompard, le politicien qu'on a vu tout à l'heure, une question seulement pour générer un titre. Ça se sent. Fonctionner comme ça. Manuel Bompard, vous parliez tout à l'heure d'un complot, d'une approche un peu complotiste. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un complotiste islamophobe, comme l'a dit votre collègue député Louis Boyard? Bon, malheureusement, il y a Bompard qui construit sa réponse avec des arguments et de la logique. Donc, ça prend du temps. Mais en fait, c'est pas le rapport qui dit ça d'ailleurs. C'est ce que dit M. Retailleau lui-même. M. Retailleau, avant même la publication du rapport, dit il y a des gens... Attendez, il y a des gens qui veulent... Et puisqu'il prend du temps pour les répondre correctement, eh ben, le journaliste, il l'appelle par son nom-prénom comme s'il était genre insatisfait qu'il essaye et insiste pour pouvoir générer les gros titres et les extraits. Il est avéré qu'il n'y a personne qui veut imposer la charia en France. Donc le rapport, il contredit, y compris l'exploitation politicienne qu'a essayé d'en faire M. Retailleau. Emmanuel Macron, complotiste, islamophobe. Quand il accrédite, puisqu'il fait un... Bon, alors, est-ce que, après toutes ces heures de visionnage, est-ce que c'est foutu? Évidemment que non. Et je pense même qu'on va pouvoir parler d'espoir. Bon, d'abord, j'ai mis dans cet épisode deux personnages politiques du même bord, qui viennent de LFI. Ça représente absolument pas... non, trop bizarre. Je vous jure que je ne vote pas pour eux. Mon but, c'est pas juste de transcrire un avis politique, encore une fois. C'est vraiment juste que j'ai remarqué que ça arrivait surtout quand ces deux-là étaient sur le plateau. Toutes les magouilles arrivent instantanément dès qu'il y a du LFI sur un plateau. Maintenant, malgré tout ce qu'on a pu voir, il existe des bonnes nouvelles. Enfin, je crois. Je vous laisse regarder 10 secondes de ce débat et on voit si on remarque la même chose tous les deux. À la Maison-Blanche, tous ces éléments dessinent-ils un nouveau monde dans lequel les repères sont bouleversés? Et dans l'affirmative, comment vous définiriez ce nouveau monde? Sans aucun doute, nous sommes sur le seuil d'une nouvelle organisation du monde, pour la raison que l'ancienne s'est effondrée. L'ancienne, c'était la domination sans partage des États-Unis d'Amérique. Alors, je sais pas vous, peut-être que vous avez déjà quitté la vidéo à ce moment-là, mais je me suis ennuyé. Et c'est une excellente nouvelle. Ils prennent tellement le temps d'avancer leurs arguments, de voir les recherches qu'ils ont fait, et surtout il y a tellement de respect sur le plateau, eh bien que je m'ennuie. Parce que je me suis tellement habitué à être diverti par des débats télévisés plutôt que d'apprendre des choses, et je trouve ça dingue. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver directement dans les commentaires, même s'il y en a plus de 1200. Et d'ailleurs, ce qui est important, c'est qu'il ne souligne pas le calme sur le plateau. Il souligne le comportement du journaliste. Quand le journaliste qui mène l'interview est cultivé, l'interview est un plaisir à écouter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu écouter des positions sur la géopolitique avec autant de calme et de compréhension. Merci monsieur le journaliste, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu et vu une interview audible et intéressante. Du coup, merci monsieur Mélenchon, toujours très intéressant. Mélenchon. Merci beaucoup, enfin un vrai journaliste, respectueux de son invité. Et en fait, je crois qu'il y a tellement d'alternatives pour s'informer sur la politique plutôt que les débats. C'est peut-être là où j'ai fait ma plus grosse erreur. Bon, je suis extrêmement biaisé, mais il y aura Hugo Décrypte, évidemment. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et aussi quelqu'un que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter, c'est Clément Viktorovitch, que vous connaissez sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo.
Ce que je vois ici, moi, c'est des analyses fines. Je vois qu'il y a une pédagogie folle avant de montrer un extrait pour vraiment expliquer que les gens le comprennent avant de voir. Et encore une fois, avant de montrer n'importe quel extrait, il va expliquer le passif et l'histoire de la personne en question pour qu'on comprenne les conséquences de ce que la personne a fait ou dit. Donc vous voyez que ça n'est pas un petit dossier, le dossier Rachida Dati. Alors maintenant qu'on a précisé tout ça et que vous avez peut-être une idée un peu plus précise sur qui est Rachida Dati, on va pouvoir enfin regarder cette séquence. Bon, même si je comprends pas tout, quand je regarde la vidéo, je trouve un savant en kimono avec qui je prendrais beaucoup de plaisir à échanger, je pense. Mais pour arriver à ça, j'ai dû cliquer sur ce visage. Et j'avoue qu'il y a un truc qui m'effraie profondément dans cette photo. Et j'en connais pas plus. Je pense que j'ai vraiment besoin de vous ou de conseils en général pour trouver des moyens un peu plus neutres de m'informer sur la politique. Que ça puisse aider mon choix de vote plus tard ou ma compréhension des enjeux par rapport aux différents partis. À tous ceux en tout cas qui essaient de diffuser cette information de façon neutre ou explicative, merci. Merci d'exister et ça me permet d'enfin aller à la conclusion. C'est vraiment pas facile de conclure sur cette vidéo. Évidemment que les combats sur un plateau télé, c'est divertissant. Je sais pas combien de fois est-ce que j'ai regardé les extraits que je vous ai partagés aujourd'hui pour la première fois, quand je les ai découverts. Et en fait, je les découvrais avec des amis. Et quand on les voyait, bah, je mettais pause et je rigolais. Non, c'est pas... Le mec invente un texte. Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai découvert les extraits que je vous partage aujourd'hui avec des amis. Et juste après que ça se passait, ben, je mettais pause, je rigolais avec eux et on parlait de ce qui venait de se passer. C'est divertissant. Mais le vrai problème, c'est que je crois que je me suis attendu à beaucoup trop de choses en 25 ans d'attente. Je voulais me sentir prêt à absorber toute la connaissance du monde par des gens respectables et raisonnés. Puis là, au final, en fait, il n'y a presque aucune différence avec les repas de Noël que j'avais en famille quand j'étais petit et les débats qu'il y avait à cette époque-là. Sauf que là, il n'y a pas de bûche et il n'y a pas de cadeau. Donc il y a un moment où je me fais arnaquer. Et le pire, c'est que je vois aucun effet positif dans tout ça. Aucun effet positif. Les gens qui crient leur argumentaire, les mensonges, les accusations dans les questions, vraiment, j'y vois rien de positif. Bon, du coup, j'ai attendu 25 ans. Est-ce que j'ai bien fait ? Pas tant que ça. Je crois que je m'en sortais mieux quand, pour voter, je lisais juste les programmes. Et je prenais le programme qui me convenait le mieux. Tout simplement. Cette chaîne, elle sert vraiment à sublimer ce que je ressens. Quand je ressens quelque chose de fort, j'ai envie d'écrire dessus et en créer quelque chose. Qu'il en reste quelque chose. Ça me permet évidemment d'en garder une trace, mais ça permet aussi de mieux me comprendre et d'échanger avec vous. Et aujourd'hui, c'est tombé sur les débats politiques. En fait, la conclusion, c'est que c'est pas le milieu politique qui me dérange. C'est comment est-ce qu'on se parle à l'intérieur de ce milieu-là. Et ma peur profonde, c'est surtout que j'ai peur que ça soit devenu la norme. Que ça soit ça le standard. Les questions accusatoires, le bruit constant sur le plateau, il y a tout le monde qui hurle en même temps. Ou même juste la haine en général pendant les échanges. J'ai vraiment pas envie que ça soit ça qui soit devenu le standard, que quand on allume notre télé, s'il n'y a pas ça, bah on s'ennuie, on veut passer à autre chose. Parce que je pense sincèrement que ça transformera profondément qui on est. Et surtout ce qu'on considère comme normal. Alors merci encore à ceux qui essayent de diffuser juste de l'information pour éduquer sur un sujet complexe. Pas en faire quelque chose de juste divertissant. Et évidemment merci à vous d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Alors on se retrouve très très vite sur un autre sujet qui n'a absolument rien à voir. Pas du tout obligé de s'abonner parce que c'est sûrement pas de la politique qui va venir ensuite. Ce sera le même format mais un autre sujet. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. On se retrouve peut-être dans les commentaires. Et à très très vite. C'était Elias. Merci.